Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner la parole et je tiens également à remercier l'équipe des Bernardins pour l'organisation de cette soirée. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer parce que j'ai la conviction que les ETI sont l'épine dorsale de l'industrie française. Alors que ce soit en termes de nombre d'emplois, de création d'emplois, d'ancrage territorial, de performance à l'export. Je ne vais pas redonner les chiffres, Monsieur Dornano les a évoqués tout à l'heure. Peut-être si vous me le permettez, j'aimerais quand même en donner un autre issu d'une étude de la Fabrique de l'Industrie qui sortira en décembre. Alors dans l'industrie, la moitié des dépenses d'investissement dans l'immatériel sont réalisées par des entreprises de taille intermédiaire. C'est beaucoup et je pense que c'est là le signe également que les entreprises de taille intermédiaire sont pleinement engagées dans la transformation digitale. Donc les ETI pèsent dans l'industrie française et je pense que l'industrie française pèse encore beaucoup dans les territoires. Si on prend l'industrie un peu au sens large, c'est ce que Pierre Vels, qui interviendra tout à l'heure, appelle les entreprises de la société hyper-industrielle, ce qu'on appelle avec Pierre-Noël Giraud le secteur exposé à la concurrence internationale, donc l'industrie, mais également les services à l'industrie qui sont en concurrence avec d'autres pays. Et bien, si on prend ce périmètre-là, on constate que l'industrie a encore un poids réellement prépondérant dans les territoires. 60%, pour donner quelques chiffres, 60% des territoires comptent plus d'un quart d'emplois exposés à la concurrence internationale. On a un territoire comme le bassin d'emploi de l'Aigle, dont on aura, je crois, un intervenant lors de la prochaine table ronde. C'est 40% d'emplois exposés. Et on a 10% des territoires qui comptent une majorité d'emplois exposés, donc plus de 50%. Là, je peux citer la vallée de la Brelle, Oyonnax, c'est également la Ferté-Bernard ou Sablé-sur-Sarthe. Donc réellement, un poids de l'industrie au sens large réellement important. Et hélas, on aimerait voir le nombre de ces emplois augmenter. Ce n'est pas toujours le cas. Et même dans de nombreux territoires, ces emplois régressent. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est finalement comment faire pour faire prospérer les entreprises industrielles dans nos territoires. Et c'est ce qu'on a tenté de faire dans une étude avec Denis Carré et Nadine Levrato. Elle était à disposition à l'entrée. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, qui ne l'ont pas prise, je vous encourage à la prendre à la sortie. Normalement, il y a des exemplaires pour tout le monde. Et donc les résultats, c'est que les conditions macroéconomiques n'expliquent que 50% de la performance des territoires industriels. Donc ça veut dire le taux de change, la fiscalité, la santé économique de nos partenaires. Donc beaucoup de diagnostics ont été formulés pour améliorer la compétitivité de l'industrie française. Pour jouer là-dessus, je vais pas tous les reprendre. On a cité la fiscalité, l'évolution de l'instabilité juridique, la coopération au sein des filières. Et plutôt, j'aimerais m'intéresser au rôle des territoires, puisque bon, c'est le thème de la soirée, et que 50% donc, de la performance industrielle des territoires résulte de facteurs locaux. Donc, parmi les facteurs locaux, il y a des facteurs qu'on peut considérer comme immuables, le fait qu'on soit proche d'un littoral ou au contraire dans une zone plutôt enclavée. Il y a des facteurs, disons, donc objectifs ou quantifiables, et on a cherché dans cette étude à un peu évaluer leur influence. Et ce qui est extrêmement frappant, je ne vais pas vous faire la liste de tous les indicateurs, mais c'est que très peu d'entre eux ont une influence significative. Même la spécialisation sectorielle, alors que c'est peut-être la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on parle de la performance territoriale, parce qu'on sait que Toulouse crée des emplois dans l'industrie, c'est grâce au secteur aéronautique qui se porte bien. Ben non, en moyenne, enfin si, c'est vrai à Toulouse, mais en moyenne, la spécialisation sectorielle dans des territoires, dans des secteurs donc plus ou moins porteurs, n'explique que 10%
de la performance des territoires. Donc il fait vraiment aucun doute qu'une part essentielle de la performance est due à des facteurs justement moins quantifiables par les économistes. Vous serez sans doute pas surpris, mais je pense là au dynamisme des dirigeants d'entreprise, en particulier des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire qui sont extrêmement impliqués dans leur territoire. C'est également, je crois, le dynamisme des élus. On le voit sur certains territoires comme Vitré. Et plus généralement, c'est la capacité des acteurs à se coordonner et à créer ensemble une culture du dialogue et de la confiance. Donc, cette importance de l'effet local, des facteurs locaux, donne vraiment du sens, je pense, aux approches territorialisées des politiques industrielles. Et je pense qu'on aurait tort de croire que rien n'est fait sur ce point. Je citerai par exemple le dispositif territoire d'industrie qui a été lancé l'année dernière par le gouvernement, qui donne la main aux industriels et aux élus locaux au niveau des intercommunalités pour construire ensemble des projets industriels. Alors, les moyens financiers, il faut le dire, sont pas colossaux, mais je pense que la démarche est vraiment intéressante, puisque justement, elle peut contribuer à renforcer ou à créer cette culture locale à la fois de l'initiative, du dialogue et de la confiance, ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors j'en profite pour vous informer que la Fabrique de l'Industrie a lancé avec plusieurs partenaires un observatoire des territoires d'industrie, et il s'agit de donner la parole aux porteurs de projets industriels, en particulier aux dirigeants d'entreprises. Donc c'est un cycle de séminaires qui a lieu une fois par mois. Je vous invite à suivre ces travaux et à y contribuer si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, ce qui revient systématiquement lorsqu'on écoute les acteurs de terrain, je ne l'ai pas encore entendu, mais peut-être que ce sera un sujet de la prochaine table ronde, c'est qu'au-delà des enjeux liés à la transition vers l'industrie du futur, la fiscalité, les questions de transmission d'entreprise, on a un sujet qui revient vraiment systématiquement, c'est celui du recrutement et de manière connexe de l'attractivité du territoire. On voit vraiment qu'il y a un double problème d'image, à la fois un problème d'image des métiers traditionnels dits manuels dans l'industrie et un problème d'image des villes qui seraient des villes moyennes, voire sans parler des villes rurales qui bénéficient, qui ont plutôt une image dégradée, en particulier auprès des jeunes. Donc la plupart des industriels éprouvent des difficultés de recrutement, donc en partie dans ces villes moyennes, je disais, ces espaces peu denses où les ETI sont quand même surreprésentés. C'est un gros problème. Et l'État a quand même lancé très récemment le dispositif du volontariat territorial en entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent du VIE, mais pour les PME, ETI dans les territoires. Donc, une chose positive, ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut multiplier au niveau des territoires les initiatives pour créer un écosystème attractif, attirer les jeunes, attirer les familles. Je pense que c'est un enjeu, c'est permettre aux conjoints également de trouver un emploi. C'est également au niveau des territoires, je sais que les industriels le font déjà, mais continuer à ouvrir les usines aux écoles. Il y a également un enjeu pour rendre accessibles les lieux de travail. Et sur ces sujets, l'implication des élus et des industriels est vraiment clé. Je pense qu'on abordera ces aspects lors de la prochaine table ronde. Donc je vais laisser la parole et je vous remercie.
Excusez pour la lenteur de ces transitions, mais j'ai un petit souci de mobilité, donc ce qui rend le franchissement des escaliers un peu délicat. Merci beaucoup Philippe, merci de nous avoir fait partager votre regard toujours acéré sur ces questions. Et effectivement, on va aborder un autre aspect de cette problématique globale avec la deuxième table ronde. Nous allons parler du rôle sociétal d'une ETI industrielle, en particulier sur son territoire local. On va d'abord accueillir nos deux entrepreneurs qui vont témoigner et ensuite un peu plus tard on accueillera Pierre Vels qui sera notre deuxième expert. Venez donc me rejoindre, donc Michel Dumont qui présidait aux destinées de Lebronde Aloys et Jacques Frénéard qui est à la tête, le PDG de Frénéard et Michaud. Vous pouvez accueillir nos deux nouveau grand témoin. Alors bien évidemment, on parle de rôle sociétal. En filigrane de tout cela, il y a des sujets qui sont des débats devenus de société sur la raison d'être de l'entreprise. C'est l'occasion de rappeler que par ses recherches, le Collège des Bernardins a été très avancé sur toutes ces réflexions, a été pionnier autour de la réflexion sur un statut d'entreprise à mission. Vous avez aussi beaucoup travailler sur tout ce qui concernait les alternatives à l'actionnariat financier classique. Donc ça s'inscrit vraiment dans une continuité du travail de cette maison et de cette organisation. Messieurs, avant peut-être qu'on ne déambule au fil des questions que j'ai envie de vous poser, même exercice peut-être que pour les personnes qui vous ont précédé sur cette estrade, rappelez-nous, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, quel est votre métier? Et puis au-delà, quand on parle de territorialité dans votre quotidien de dirigeant d'entreprise, ça veut dire quoi? Michel Dumont. Oui, bonsoir à tous. Ravi d'être ici. Bien, nous, on est partout. On a des très grosses parts de marché sur des toutes petites choses. Donc, il y a énormément de produits de chez nous qui sont dans cette salle, puisque nous faisons des pièces métalliques, de la fonderie pour faire des pièces métalliques pour les lunettes, nous avons beaucoup de choses dans les montres, dans les téléphones portables, à peu près tous les téléphones portables, il y a énormément de pièces qui viennent de chez nous, enfin des éléments qui ont pu venir de nos fonderies, les stylos. Donc nous sommes une industrie très éloignée de ce qui est très connu, puisqu'on a des fonderies de spécialité. On a 30% de part de marché mondial, donc on est très très exportateur et on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 1200 personnes. Cette dimension territoriale, chez vous, que signifie-t-elle? Alors, je vérifie sur mes tablettes, votre camp de base, c'est à Suippes, dans la Marne. C'est tout à fait le camp de base, oui. Voilà. C'est très militaire. Mais y en a-t-il d'autres? Voilà. Où sont vos petits commandos, sinon? Donc, effectivement, comme on est un groupe qui s'est constitué par acquisition, donc on a commencé à créer ces acquisitions, à mettre en place ces acquisitions en 6 ou 7 ans. Mais l'entreprise de base qu'on a reprise il y a une douzaine d'années est à Suippes, dans la Marne, donc tout le camp de base. Et effectivement, on est le plus gros employeur local, à l'exception de l'armée. Ça, c'est clair. Je n'ignorais cette précision. Donc, effectivement, dans les métallurgies, le grand quart nord-est de la France, c'est le cœur du débat. D'ailleurs, il y a encore énormément de chercheurs dans ce monde-là. Je crois que dans le nord, dans le Grand Est, il y a 3000 chercheurs dans le monde des métaux. La France est encore très, très, très active dans ce domaine, même s'il n'y a plus de grandes entreprises françaises dans le monde des cuivreux. Donc, on a le Grand Est, la partie Hauts-de-France, et en Allemagne, on est dans la Ruhr. Donc, et on a une usine en Angleterre. On verra effectivement ensuite comment se passent les relations avec les acteurs, notamment publics, des différents territoires sur lesquels vous êtes. Mais on va d'abord faire connaissance, un peu plus ample connaissance avec vous, Jacques Frénéard, et puis avec Frénéard Michaud. C'est un groupe industriel, familial, créé en 1889, c'est ça? Absolument, 130 années d'existence. Exact. Cette année. Et puis qui a beaucoup grandi, notamment ces dernières années, avec une opération de croissance externe un peu marquante. Mais racontez-nous justement, resituez-nous votre entreprise. Alors, à la fois dans son domaine d'activité et puis dans son territoire. Dans ces domaines d'activité, deux grands domaines d'activité. Un domaine historique qui consiste dans la fabrication de
petits accessoires métalliques pour la construction, notamment sur les toitures. Et puis une deuxième activité, qui est aujourd'hui la plus grosse activité, que nous appelons accès et protection des travaux en hauteur, c'est-à-dire tout ce qui permet, à partir du moment où on est obligé de monter 3 marches, comme par exemple pour un magasinier qui va remplir le dernier étagère du supermarché, il lui faut un petit poste de travail qui soit sécurisé. En allant aux compagnons qui travaillent sur la flèche de la cathédrale de Rouen à 142 mètres de hauteur et en passant par le technicien qui va travailler sur l'empennage de l'A380 à 20-25 mètres du sol. Nous sommes industriels, effectivement, 10 usines, 9 en France, dans 5 régions différentes. Le siège est en Normandie, à l'Aigle précisément, puisque c'est le lieu historique de la création de l'entreprise. Vous l'évoquez. Grosso modo, 1000 salariés, 175 millions de chiffre d'affaires. Et effectivement, une très grosse opération de croissance externe il y a 3 ans qui nous a fait pratiquement multiplier notre chiffre d'affaires par 2,5. C'était une entreprise qui était basée où, celle-ci ? Alors, les entreprises, c'était des usines qui étaient déjà en France et en Espagne, mais c'était filiale, effectivement, d'un groupe allemand. Alors, puisque en filigrane de tout ça, il y a le rôle sociétal d'une entreprise, et souvent pour une ETI, ça commence par le sentiment d'avoir des responsabilités à l'égard de la communauté ou des communautés dans lesquelles on est ancré. Quelle est votre vision par rapport à tout ça ? Qu'est-ce que vous avez gardé présent à l'esprit tous les jours en disant on a quelques obligations, l'entreprise noblesse oblige en matière, encore une fois, d'engagement en faveur des territoires. Michel Dumont, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire beaucoup de choses. On a décidé d'ailleurs de laisser le siège social de l'entreprise à Suippes, alors que vu notre activité, on a un certain nombre de personnes sur Paris. Mais volontairement, on a voulu rester à Suippes parce qu'il y a eu la crise de 2009, qui a quand même été une crise absolument majeure. Et on a pu, à ce moment-là, compter véritablement sur tout l'appui local. Véritablement, le territoire s'est un peu levé presque pour nous aider parce que c'était très très compliqué. Et donc on a gardé cette liaison très forte et il nous a semblé important de continuer à développer l'entreprise localement. C'est vrai que ce qu'on ne voit pas du tout sur Paris, ce qu'on ne voit pas dans les grandes villes, c'est que vos ouvriers, s'ils veulent aller chercher un prêt à la banque, tout se sait dans une petite ville. Donc, ils peuvent ou pas construire leur maison en fonction de la manière dont l'entreprise se comporte, si elle est rentable ou pas. Si elle n'est pas rentable, eh bien, ils ont des difficultés. Donc, on a effectivement, déjà par rapport au monde ouvrier, un rôle très, très important. Il ne faut jamais oublier que les entreprises industrielles, c'est un lieu d'évolution sociale qui est très fort. C'est un lieu de mélange de personnalités très différentes. Et ça, c'est clair qu'on a un rôle majeur autour de ça. Et localement, c'est vraiment très fortement ressenti. Et donc, si notre entreprise n'a pas de vision, n'a pas de croissance, eh bien, vous bloquez en partie la manière dont les gens vont vivre. À Paris, dans les grandes villes, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus éloigné. Il y a cet anonymat qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ça va jusqu'à l'ouvrier, ça va jusqu'à l'ensemble des personnes qui sont autour de vous quand on vit. Là, on a 300 personnes à Suippes. Donc, quand la ville fait 4000 personnes, vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Mais on le retrouve dans d'autres territoires. On est à Breteuil, dans l'Oise, c'est la même chose. On est à Bornel, proche de Paris. Là, ça commence déjà à être plus anonyme. C'est assez intéressant de voir cette différence que l'on peut avoir par rapport au type de territoire dans lequel on fonctionne. Et vous, Jacques Frénéard, quelle est votre vision ? Parce que vous avez aussi en commun avec l'entreprise de vos voisins, vous êtes une entreprise industrielle, vous êtes une entreprise ancrée, comme je le dis souvent, de boîtes comme les vôtres. Mais très ancrée. Vous êtes en phase avec ce que vous reconnaissez dans ce que vient de dire Michel ? Parce que sur nos 7 usines sur nos 9 usines en France, 7 sont dans des territoires, dans des petites communes. Dans certains cas, des toutes petites communes. Avec ce sentiment aussi d'un destin qui est indissociable, en fin de compte. C'est évident. Quand vous avez une unité de production où il y a 100, 120 personnes dans une ville qui a 3000 personnes, il est évident que tout le monde vous regarde de très près, puisque vous êtes une des composantes importantes de la vie locale, de la collectivité. Et donc, comme tel, il est évident qu'on se sent totalement
responsables de ce qui se passe au niveau économique dans notre environnement proche. Alors on voit, hein, vous en parlez avec ferveur, une ferveur qui est très palpable tous les deux. Donc ça veut dire que cet engagement vis-à-vis de la communauté, il est réel. Et c'est bien parce que j'ai coutume de dire, c'est une formule de journaliste à 2 €, que dans une communauté, il faut donner avant de recevoir. Mais est-ce que vous recevez en retour? Est-ce que ce réseau local d'accompagnement des entreprises, de structures de formation professionnelles, les élus des collectivités territoriales, est-ce que vous avez l'impression qu'ils essaient d'être à vos côtés ou est-ce que parfois vous vous sentez diablement isolé? Michel, allez-y. Je vais vous donner quelques exemples. On reçoit un coup de fil il y a quelques jours du président de la communauté de communes. Monsieur Dumont, il y a le terrain d'à côté, vous voulez qu'on l'achète parce que ça pourrait être utile pour vous dans l'avenir. Oui, c'est d'ailleurs une bonne idée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut recevoir, effectivement. D'autres éléments, on a développé toute une réflexion sur la transmission des maladies. Qu'est-ce que vient faire le cuivre là-dedans? Le cuivre, ça tue les petites bêtes, les microbes, très vite. Donc, il a fallu mettre en place toute une réflexion. Et donc, il a fallu trouver des maisons de retraite qui étaient prêtes à faire un essai dans la durée. On a installé des poignées de porte antimicrobiennes. Et là, c'était pas très compliqué. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président du département, qui a réuni immédiatement, je dirais sous 15 jours, 3 semaines, une dizaine de chefs d'établissement d'EHPAD. Et ça fait 3 ans qu'on mène une étude sur ce domaine dans la région de Reims et de Châlons-en-Champagne, et qui est probablement le lieu où on connaît maintenant le mieux la problématique de la transmission des maladies. Et ça se fait au travers donc, du métal. Et ça se fait en coopération avec l'Université de Champagne-Ardenne. Donc effectivement, on a la possibilité, parce que localement on est connu, parce qu'on représente un certain nombre de choses, de développer des projets qu'on ne pourrait sans doute pas développer si on était dans des grandes agglomérations. Et vous, Jacques Frénéard, ça fonctionne dans les deux sens ou c'est Moi, je suis un peu plus beaucoup subtil que ça? Non, je suis beaucoup moins enthousiaste que On Michel est là pour parler de la vraie vie, donc si votre vraie vie est différente, faites-la nous partager, justement. Tout à l'heure, il a été évoqué qu'il y avait une méconnaissance de la part d'un certain nombre d'élus, pour ne pas dire de beaucoup d'élus, de la vie de l'entreprise. Vous savez, quand un président de département vous dit, à l'époque, lorsqu'il y avait encore quelques années en arrière, une compétence économique, embauchez, je vous donne des primes à l'embauche. On n'embauche pas parce qu'on a une prime à l'embauche. C'est pas ça. Elle est pas mal celle-là. Mais on l'a entendu. Enfin, moi, je l'ai entendu de très nombreuses fois. Je vais essayer de retrouver le nom de l'ancien président du conseil départemental parce que ça mérite quand même d'être partagé. Ouais. Non, allez-y, je vous écoute. Donc, dans nos régions, aujourd'hui, enfin, du moins dans les territoires, nous, ceux vers qui on se tourne, c'est vers la région, puisque la compétence économique se trouve. C'est ce qu'on évoquait, la réforme territoriale a fait ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui existent. Beaucoup de choses. Alors, quand il s'agit de start-up, tout le monde est sur le banc. Quand il s'agit de nouvelles technologies, tout le monde est sur le pont, etc. Mais quand il s'agit de traiter le problème des ETI, en tout cas, nous, dans nos territoires, dans nos différents territoires, et notamment dans le territoire où est le siège du groupe, eh bien, les ETI sont complètement en dessous des radars. On les voit pas. On les voit pas. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, à l'initiative du METI, nous essayons de créer un peu partout, dans les différentes régions, des clubs qui regroupent ces ETI de manière à pouvoir porter un message vers la collectivité qui a la responsabilité économique, de manière à pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. Et on parlait du recrutement. Bon, ben c'est très bien. Le recrutement, encore faut-il qu'on sache quels sont les postes qui sont nécessaires. Et quand on parle du recrutement, quand on parle des difficultés, tout à l'heure ça a été évoqué, sur des postes opérateurs ou autres, où on a des difficultés à trouver. Pour montrer la difficulté qu'on a avec les relations locales, moi j'ai essayé à un moment de monter une opération. Alors là, c'était pas vraiment avec les collectivités territoriales, mais avec
la décentralisation de l'État, c'est-à-dire les services régionaux ou départementaux. Nous, sur l'Aigle, il y a un certain nombre de logements sociaux qui sont vacants, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Si on accueillait un certain nombre de migrants, on a une taille suffisamment importante, on n'est pas grosse entreprise, on n'est pas grosse usine localement, mais pour pouvoir former un certain nombre de salariés qui ont envie de travailler et qui n'ont pas forcément la connaissance d'un métier. Je n'ai jamais réussi. Il y a des très bonnes volontés. Lorsqu'on en parle, les bonnes volontés sont là, mais entre la bonne volonté et l'efficacité, eh bien, il y a un gap que, pour l'instant, je ne vois pas se combler facilement. En fin de compte, vous devancez ce qui était ma question suivante. C'est est-ce que parfois vous avez eu le sentiment que vous avez dû œuvrer à du développement local en dépit des injonctions nationales ou en contournant le national? On a l'impression que là, dans ce domaine de la formation... C'est notre quotidien. C'est pratiquement notre quotidien. Puisque nous n'avons pas, ça a été évoqué tout à l'heure, la France est un pays où le colbertisme est toujours très très présent. Et en fait, lorsqu'on parle, par exemple, d'industrie, on parle d'industrie, on parle des grands groupes, on parle des filières. C'est très bien tout ça, mais c'est pas là-dedans que nous avons, que nous retrouvons nous ne retrouvons pas nos besoins au niveau de ces organisations. Nous ne sommes pas en train de restructurer l'industrie, les aciéries en France. Nous ne sommes pas en train de restructurer des pans de l'activité économique qui ont disparu. Nous sommes sur des activités de niche, des activités un peu particulières. Et nous avons, dans un certain nombre de cas, des besoins très, très similaires. Alors on voit quand même deux entreprises avec des profils pas si éloignés que ça, tradition industrielle, culture de l'excellence, capacité à se remettre en question et à proposer des nouvelles solutions à ses clients, et deux situations, deux expériences qui peuvent être très différentes, voire parfois radicalement différentes. Je ne vous ai pas entendu, Michel Dumont, puisque c'est normal, parce que je ne vous avais pas posé la question. Est-ce que vous aussi, vous avez eu parfois l'impression de vous taper la tête contre les murs du national, de l'échelon national? Moi, j'ai plutôt un bon soutien du national. Vous êtes un heureux homme. J'ai plutôt un bon soutien et je commence à ne plus... Enfin, il faudra retisser les liens avec le régional. En fait, juste pour que vous voyez la géographie, oui, Champagne-Ardenne, Châlons en Champagne, 30 km de Suippes. D'accord ? Quand il y avait la région Champagne-Ardenne, une fois par an, j'avais le président de région. En gros, il y avait des délégations, etc. On faisait partie du tissu relationnel. Maintenant, c'est Strasbourg. Bon. Donc, on garde encore un peu de lien qu'on a pu construire avec le passé. Par contre, avec le national... Et pourtant, vous savez, pour avoir eu la chance de travailler un peu sur la région Est et de voir ce qu'il en était, la région qui est présentée maintenant par Jean Rotner, mais encore une fois, ça n'est pas une question d'appartenance, d'ancrage politique, à une politique très concrète à destination des c'est autres clair, pays. c'est juste la distance. Et d'ailleurs, il faut retisser des liens. C'est ce que je vous dis. C'est que les régions, en tout cas, le Grand Est et Hauts-de-France, c'est des très grandes régions par rapport à l'industrie. Et donc, c'est difficile de faire. Par contre, au niveau national, les CRP, enfin les préfectures ont gardé plus de contacts. Donc, par les préfectures, on a un peu avancé. Alors, moi, j'ai peut-être une particularité, c'est que je reprends, et j'ai repris plusieurs entreprises en difficulté, où je travaille pour essayer de reprendre des entreprises en difficulté dans notre domaine, parce que dans l'industrie de la métallurgie, il y a moyen de... Il ne faut pas chercher longtemps pour trouver une entreprise en difficulté. Et donc, on travaille beaucoup avec le CIRI, ou avec les commissaires au redressement productif. Et là, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a une vraie volonté d'essayer de sauver les entreprises industrielles au niveau de l'État français. Je vais peut-être vous surprendre, mais je le trouve aussi fort qu'en Allemagne. Donc, il y a une volonté, et le problème, c'est d'avoir la capacité de bien le gérer, d'avoir un bon soutien financier pour le faire. C'est-à-dire, si vous voulez reprendre une entreprise, vous dites BPI Finance, à tout prix, ça, vous n'y arriverez jamais.
Mais si vous avez vous-même une bonne rentabilité, un certain nombre d'éléments, vous pouvez travailler avec l'État pour reprendre des entreprises en difficulté. Et là, c'est assez efficace. Je connais moins les autres types de situations, mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'État et les régions dans un certain nombre de domaines. Ce qu'il faut, c'est que leurs compétences soient bien réparties, par contre. On a l'impression, au fil de tout ça, que vous avez quand même accumulé un nombre d'expériences assez impressionnantes. Est-ce que, si je vous demande quelle est la chose, en termes de coopération, encore une fois, d'interaction avec les autres acteurs de ce développement économique local, l'expérience dont vous êtes la plus fière, Michel Dumont, c'est quoi ? Je crois que c'est d'avoir pu sauver le bronze industriel 2 fois. Une première fois en 2006, c'est au Syrie qu'on a pu le sauver, parce qu'ils avaient construit une toute nouvelle usine. Et il n'y avait plus d'EBITDA et 40 millions de dettes. Donc ça, on a travaillé à la restructuration de la dette avec le CIRI, on a pu le reprendre. Et d'avoir pu travailler à ce moment-là, main dans la main avec BPI et l'État et la région en 2009, puisque brutalement, s'était retrouvé avec moins 50% de commandes. Donc il a fallu tenir le coup pendant 6 mois dans une entreprise qui était en train d'être restructurée. Donc là, la coopération s'est faite de manière extrêmement forte, et je ne suis pas certain que si on n'avait pas eu tout ce tissu local et national pour nous aider au moment où il le fallait, que je pourrais aujourd'hui vous dire qu'on fait 40 millions d'EBITDA et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis à peu près sûr que non même. Et vous, Jacques Frénéard, on a bien compris effectivement que vos expériences étaient peut-être un peu plus contrastées que celles de votre voisin, mais est-ce que vous avez tout de même un souvenir relativement récent d'un moment où vous vous êtes dit « Ah bah, là, ça a marché ». Voilà. Et peut-être ça pourrait être reproduit ailleurs, même si ça n'a pas encore été le cas. Quelque chose de positif qui vous a mis du baume au cœur. Moi, ce qui m'a mis du baume au cœur, c'est d'une part d'avoir pu créer de l'emploi localement. C'est vrai que oui, ça peut être un titre de fierté. Vous avez quoi, et un deuxième baume au cœur dans notre groupe, d'avoir réussi à maintenir en France une activité qui aurait dû être délocalisée. Mais c'est pas avec les réseaux locaux ni les réseaux nationaux que nous avons réussi. On l'a bien compris. On va revenir justement sur cette dimension du Made in France, parce que ça a été très très médiatisé ces temps-ci. Il y a même eu un salon, donc on est revenu là-dessus. Mais avant, je voudrais revenir sur un point que vous évoquiez tout à l'heure, Jacques Frénéard, c'est vos problématiques de recrutement. Moi, ce qui me marque, pour avoir la chance depuis de nombreuses années de faire plusieurs fois par an le tour de France des communautés de TI, c'est qu'on a commencé par en voir de plus en plus. Si je veux faire un effet de journaliste, animateur à 2 euros, là encore, je pose la question dans une salle de dirigeants qui a des difficultés de recrutement. Généralement, toutes les mains se lèvent. Ce que j'ai vu, ce que nous avons remarqué ces dernières années, c'est aller un peu plus loin. J'ai commencé à rencontrer des dirigeants d'entreprise qui me disent « Je refuse des contrats parce que je n'ai pas les gens pour délivrer ». Où est-ce que vous en êtes dans vos entreprises à vous ? Nous sommes en permanence en sous-effectif, et notamment sous-effectif cadre, parce que le fait d'être en territoire, les bassins d'emploi sont des petits bassins d'emploi. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que quand on recrute un cadre, c'est en général 2 postes qu'il faut proposer. Oui, parce qu'il faut aussi assurer l'implantation professionnelle locale du conjoint. Absolument. Ouais. Et qu'en règle générale, nous ne sommes pas en condition de pouvoir assumer ce 2e poste. Donc, c'est des travaux, enfin pas mal de travail en télétravail, des gens qui disent je vais venir chez vous, mais j'habite quand même à 100 km ou à 150 km, donc je travaillerai 2 jours de chez moi, etc. Donc oui, ce sont des difficultés. Vous devez faire du sur-mesure, sinon les postes ne sont pas pourvus, quoi. Absolument. Ouais. Et puis alors, au niveau de l'emploi, tout à l'heure je parlais d'emploi tout à fait basique, nous avons une activité de galvanisation, c'est une activité essentiellement de main-d'œuvre. Quand je parlais d'essayer de recruter des migrants, ce sont des gens, s'ils possèdent, je sais pas moi, 150-200 mots en français, on est capable de les utiliser dans nos entreprises pour des travaux pour lesquels nous avons vraiment du mal à recruter. Ce qui nous ramène à un sujet d'actualité brûlant, lui aussi. Michel. Alors, sur le recrutement, là, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, sur le recrutement, nous, on a un vrai sujet, surtout en Allemagne, surtout en Angleterre et surtout en région parisienne. Par contre, dans la Marne... Il faut que vous explicitiez ça pour ceux qui je pense qu'on ne se rend pas compte des difficultés de recrutement en Allemagne par rapport à ce qu'on a en France.
c'est là où on a un avantage compétitif qui est extrêmement intéressant à développer. C'est pas pour rien qu'Angela, elle a dit OK pour les migrants. Hein. C'était pas parce que... C'était clairement pour ça. Hein. C'est-à-dire, c'est un phénomène démographique, c'est-à-dire qu'on est déjà en situation de plein emploi, notamment sur des fonctions, en Allemagne, sur des fonctions industrielles. En Allemagne, vous ne trouvez plus un ouvrier d'ailleurs. C'est très intéressant, toute cette réflexion autour du recrutement. Donc, on est en train de travailler sur un plan à 10 ans, parce qu'effectivement, il faut réfléchir à long terme. Et on est en train de regarder, en fonction de nos différents sites industriels, là où on pense qu'on va pouvoir recruter certains types de profils. Est-ce que vous allez aller jusqu'à essayer de former des jeunes? Je vois de plus en plus de dirigeants de TI qui ouvrent leur école maison. Mais ça va assez loin, excusez-moi. Même avant de parler de former, si vous me laissez 30 secondes sur le sujet. Bien sûr, bien sûr. On voit que sur certaines usines, on n'arrivera pas à recruter, même si on voulait former. Il y a des endroits où les gens arrivent dans la porte, ils s'en vont. Parce qu'il y a trop de possibilités, notamment dans le tertiaire. Et donc à ce moment-là, vous déplacez les investissements, vous décidez de votre politique d'investissement en fonction du lieu où vous pouvez recruter. Mais vous aussi décidez de où vous implantez vos équipes. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais avec toute l'usine 4.0, tout ce qui est électronique, Citrix, toutes ces choses-là, on décide par exemple que sur certaines zones géographiques, on va mettre en place des fonctions support ou des fonctions administratives. Parce que là, on va bien pouvoir recruter. Et dans d'autres endroits, on va recruter plutôt des ouvriers autour de ça. On a autre chose aussi, c'est que tout notre plan de robotisation et d'automatisation intègre la notion de recrutement. Et évidemment, derrière la politique de formation, on essaye effectivement de coopérer de plus en plus avec les écoles. On essaye, y compris, de participer au plan d'intervenir dans des conseils d'administration des écoles pour les aider à trouver la bonne manière de former les gens. Mais on voit bien qu'on a tout ce problème. Je crois qu'on ne résoudra pas le problème d'une petite ville où on n'arrivera jamais à faire venir des gens très facilement, sauf si c'est des locaux. Donc en plus, on a changé notre manière de gérer les personnes. On sépare ce qu'on appelle les talents des piliers. Les piliers, on arrive à les installer localement. Les talents, c'est compliqué. Donc, on essaie de structurer toute une pensée autour de cette problématique de recrutement qui est un sujet fondamental, effectivement. Vous aussi, Jacques, vous êtes en train de muscler, en fin de compte, cette gestion prévisionnelle de vos problèmes de ressources humaines? Bien sûr. Ouais. Vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Bien sûr. Une chose qui me marque, et juste pour l'anecdote, je me permets de partager ça avec vous. Nous sommes partenaires, ça aura lieu à la fin de ce mois, d'un événement, vous parliez d'Industrie 4.0, Michel, c'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus, qui est dédié à l'Industrie 4.0, qui est dans la région Aquitaine, ça s'appelle Vive Industrie. Et juste pour montrer à quel point vos sujets sont dans l'air du temps, l'une des lignes de force de cet événement, ça va être de constater que l'industrie 4.0, ça va supposer de remettre de l'humain dans l'entreprise, voilà, et de réinvestir sur les problématiques de formation, de recrutement, de fidélisation des salariés. Et ça va repointer en creux les dommages à long terme qu'ont pu faire des politiques comme l'absence de politique de formation professionnelle dans les métiers comme les vôtres. Il se trouve que dans une autre vie, je travaillais sur des guides sur l'apprentissage et on a repéré le manque qu'il y aurait de métiers comme par exemple de chaudronnier dès le début des années 90. Et je peux vous confirmer que l'État n'a rien fait en sachant statistiquement très bien où on allait. Voilà. Et vous en subissez des conséquences, j'imagine, tous les jours dans des industries comme les vôtres. On revient à notre débat et j'arrête mes commentaires personnels. Avec tout ça, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, on est dans le grand mois du Made in France, du produire en France. Vous incarnez cette volonté, cette capacité à produire en France. Mais comment est-ce que vous envisagez l'avenir, notamment face à la concurrence internationale? Est-ce que vous faites preuve d'optimisme? Vous pensez que vous allez pouvoir faire bouger les lignes pour pouvoir continuer à mener votre action de développement, ou ça va être là encore un peu compliqué? Oui, je le pense, mais il y a deux conditions. Allez-y. La première des conditions, c'est le travail sur les taxes de production. Ça a été évoqué tout à l'heure. Vraiment, vous en parlez toutes et tous. Attendez, c'est fondamental. Aujourd'hui, il faut savoir que les 1800 entre les ETI industrielles françaises payent 63% de la C3S. Je crois que c'est 52% de la CVAE, 46% de la CFE. D'accord. Quand on sait que plus de 60% de ces taxes-là sont pour financer précisément le millefeuille local,
il est évident qu'il y a un travail à faire. Je crois que le ministre de l'économie l'a évoqué dans les Échos il y a quelques semaines, qu'il faudrait se mettre autour de la table avec toutes les composantes, à savoir les composantes territoriales et puis les entreprises pour trouver une solution. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat, on ne peut pas l'éviter. S'il est évité, c'est déterminant justement pour la poursuite de votre aventure, enfin du développement de votre entreprise. C'est fondamental. Mais il y a un deuxième point qui est tout aussi fondamental, c'est qu'on ait un dialogue avec la représentation locale du pouvoir central plus constructif. Tout à l'heure, vous évoquiez, vous demandiez si on a des situations ubuesques. Moi, j'ai eu des situations ubuesques avec, non pas la collectivité locale, mais avec l'administration locale, qui, lorsqu'on a regroupé des usines sur un même site, la préfecture a décidé, bien entendu, de nous refaire un arrêté d'opération, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin une ouverture de site. On a eu 75 pages de documents, et on nous a dit, vos usines, elles ne peuvent pas travailler avant 7h30 le matin, et plus après 17h30 le soir. Ça facilite la compétitivité. Écrit noir sur blanc voilà. dans le projet d'arrêté préfectoral. Et qui plus est, votre galvanisation qui travaille la nuit, maintenant vous allez l'arrêter parce que ça peut faire du bruit. Et comment on sort de ça, Jacques ? Pardon ? Comment on sort d'un piège, d'une impasse comme celle-ci ? Comment on sort de ça ? On sort de ça en disant aux salariés, écoutez les gars, on a un vrai souci, et qui disent, on va peut-être à ce moment-là, nous, arrêter de travailler, puis on va aller devant la préfecture pour leur expliquer. Et on alerte... Et ça les a calmés, les acolytes du préfet ? On en passe aussi par la presse, on en passe aussi par la radio. Et puis, à un moment, les élus locaux se disent il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment qu'on passe des messages, autrement ça va... Et donc, il faut que vous rajoutiez une ligne sur votre agenda déjà bien chargé, lobbying de 18h à 21h, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Et je ne connais pas suffisamment l'Allemagne, mais j'ai pu constater par les visites que j'ai faites là-bas qu'on avait en France une administration qui était très dogmatique. Si on peut mettre la croix dans la case, c'est bon. Si on ne peut pas la mettre dans la case, c'est forcément mauvais. Les Allemands, me semble-t-il, ont une attitude beaucoup plus pragmatique. C'est qu'on essaye d'ouvrir la case un petit peu pour voir si véritablement il y a un risque qu'on peut éviter. Je ne peux que vous le confirmer puisque nous étions, je vous donne la parole tout de suite, Michel, mais nous étions ces derniers jours avec un certain nombre de vos homologues à l'Académie des entrepreneurs à Berlin, où nous avions parmi les intervenants Stefan Bemmelmans, qui est un ancien secrétaire d'État allemand. Il est à la tête d'une organisation qui s'appelle Partnerschaft Deutschland, qui est là pour justement mettre de l'huile dans les rouages entre les services publics et les entreprises, notamment celles du Mittelstand. Voilà, donc c'est possible quand on veut s'en donner les moyens. Michel. Alors sur l'Allemagne, 2 points. Eux, pour mettre en place les directives européennes, le font au minimum possible. En France, on fait le maximum possible et on en rajoute. Et en Allemagne, pas vu, pas pris. Donc s'il y a de la pollution dans un site ou quoi que ce soit, tant qu'on ne l'a pas vu, tant que personne ne l'a pas vu, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, il n'y a pas la même culture. Les usines sont beaucoup plus implantées dans les villes, beaucoup plus proches, mais ne rêvons pas aussi. En Allemagne, on ne produit pas la nuit dans un certain nombre de secteurs. Donc là aussi, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut respecter, avec des réglementations qui ne sont pas toujours si évidentes non plus à suivre. Allez-y, Jacques. Mon usine, les habitants les plus proches, c'est le cimetière. Donc... S'il faut choisir ces implantations en fonction de ce genre de critères, ça va très vite devenir très compliqué. Et attention, ça peut être mauvais pour le moral, mon cher Jacques. Juste pour aller au-delà de la boutade précédemment de Michel sur la prise en compte de certains facteurs environnementaux dans l'écosystème allemand, il y a quand même un point sur lequel je ne peux pas ne pas vous lancer, d'autant plus que ça nous ferait une transition parfaite avec le propos de Pierre Vels, parce que ce sont des sujets qui lui sont chers, c'est l'environnement et la responsabilité de vos entreprises dans toute cette problématique qui réclame de plus en plus des actions concrètes, qui est essayer d'avoir des activités économiques qui menacent le moins possible la planète. Ça veut dire quoi pour vous ?
aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en prenez, vous intégrez cela de manière assez progressive parce que vous avez d'autres urgences encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de plus en plus présent au cœur même de votre stratégie? Michel Dumont, peut-être pour commencer. Ah, mais nous, c'est une opportunité formidable. Hein, parce que les fonderies... C'est pas un sujet de complexité, c'est une opportunité. Ah, c'est extraordinaire. Par exemple, on travaille sur des nouveaux alliages qui évitent le plomb, qui évitent le beryllium, et on les trouve. Donc on a beaucoup de recherches, beaucoup de CIR en France. Ça, c'est très, très utile. Le CIR, c'est le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche. On va, une de nos grands objectifs de croissance, c'est justement autour de la transition énergétique. Nous, on a la chance d'être à la fois dans l'oil and gas, donc dans le pétrole et le gaz. Fossiles. Donc on a une activité, mais on a aussi une activité dans tous les véhicules électriques. On a des activités dans l'aviation, dans tous les domaines. Donc nous, on a la chance, par l'équilibrage qu'on a souhaité d'ailleurs dans les acquisitions qu'on a fait, on s'est volontairement diversifié, de pouvoir attendre des évolutions. Mais clairement, on a la chance d'être des entreprises où on recycle énormément, où on va recycler par exemple des pièces de monnaie. Donc plutôt que de les passer, on va les mettre directement dans des fonderies plutôt que d'essayer de séparer les métaux. Donc ça, on a développé tout un réseau de relations avec les banques centrales pour pouvoir justement récupérer ces pièces. On va développer des zones où on va préparer les métaux justement pour éviter de les redécomposer parce qu'on a des alliages. Bref, à tous les étages de la chaîne, que ce soit en amont, en aval ou en opportunité, c'est un lieu très intéressant. Pour finir sur une boutade nous concernant, c'est il y a 3000 ou 5000 ans, l'âge du bronze. Je pense que les GAFA seront mortes depuis longtemps, qu'il y aura toujours besoin de bronze. Ouais, même pas peur de ces nouveaux défis. Chez vous, Jacques Frénéard, ça veut dire, où est-ce que vous en êtes? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la notion d'écologie, elle est dans l'ADN du dirigeant d'entreprise, depuis toujours. Non, mais c'est bien de et nos salariés le savent bien. Le salarié qui le dans vit, des entreprises comme les vôtres, qui sont ancrées, qui ont un sens aigu des responsabilités vis-à-vis de leur environnement à tous les sens du terme. Bien sûr, puisque nos salariés vivent dans un environnement qui est proche des usines, proche de nos usines, avec leur famille. Et dans un certain nombre de cas, les dirigeants et leurs familles aussi. Donc, je veux dire, pour nous, le mot éco-responsable, ça correspondait aux dirigeants de TI bien avant qu'ils soient formalisés. Eh ben ça, c'est une chute, mon cher Jacques. Merci de nous la fournir ainsi clé en main. Vous pouvez applaudir nos deux témoins.